Bonne journée à toutes. Ce mercredi, les inquiétudes autour du dossier de la possible autonomie de la Corse se sont quelque peu estompées. En effet, Michel Castellani, député de la première circonscription de Haute-Corse, a interrogé Catherine Vautrin, ministre de la décentralisation et Madame Corse du gouvernement, à propos de la suite à donner au processus de Beauvau. On écoute dans un premier temps le député Michel Castellani. Le 11 mars dernier a été signé à Beauvau un accord autour d'un projet d'écriture constitutionnelle dessinant l'armature d'un statut d'autonomie pour la Corse. La dissolution a conduit, on le sait, à la suspension de la transmission du projet à l'Assemblée nationale, au Sénat, et ainsi que de la réunion du Congrès qui était prévue à la fin de cette année. Il conviendrait donc maintenant, conformément aux vœux encore exprimés récemment par l'Assemblée de Corse, que le président de la République, sur proposition du Premier ministre, saisisse le Parlement du projet de révision constitutionnelle. En toute hypothèse, il est de votre compétence, Madame la Ministre, de renouer le dialogue pour porter de réelles solutions à la question corse. Je vous demande donc, selon quel calendrier et quelle procédure au pluriel vous comptez donner suite au projet de réforme, comme je voudrais demander respectueusement au président de la République de mettre en œuvre l'article 89 de la Constitution. Il s'agissait du député de la première circonscription de Haute-Corse, Michel Castellani. En réponse à cette question, Catherine Vautrin a confirmé la volonté du gouvernement de reprendre les consultations et discussions là où la dissolution de l'Assemblée nationale les a stoppées. Celle-ci a rappelé que la navette législative n'était pas restée en gare et que ce mois, la commission des lois du Sénat va se prononcer avant que celle de l'Assemblée nationale ne récupère le dossier. La rédaction du projet de loi suivra pour un congrès à l'horizon fin 2025. Un calendrier clair qui vaut aussi pour les rencontres avec Gilles Simeoni, dès ce jeudi d'ailleurs, les parlementaires corses mardi prochain et une visite en Corse d'ici la fin du mois. On écoute la ministre Catherine Vautrin. Je tiens tout de suite à rappeler que le Premier ministre, lors de la discussion, lors du discours de politique générale, a immédiatement mis en avant la volonté qui est celle de poursuivre les échanges et de continuer à travailler à la suite des discussions qui ont eu lieu sur ce processus. Pour ce faire, et très concrètement, vous le savez, actuellement, c'est la commission des lois du Sénat, qui était jusqu'à maintenant présidée par notre collègue Jean-Noël Buffet, qui travaille sur les écritures constitutionnelles. Ce qui est prévu, c'est que nous ayons le rapport de la commission du Sénat dès la fin de ce mois d'octobre. Immédiatement après, ces travaux vont être transmis à votre commission des lois de l'Assemblée nationale, là encore pour continuer les échanges sur la même base, c'est-à-dire avec les forces politiques, les forces vives de l'île. Et je veux tout de suite vous dire, évidemment, la disponibilité du gouvernement, ma disponibilité. La méthode à laquelle vous faisiez allusion, c'est après ce travail de pouvoir rédiger le projet de loi constitutionnelle, qu'il soit ensuite transmis au Conseil d'État pour ensuite une discussion devant le Parlement dès l'année 25 et un congrès avant la fin de l'année 25. Parallèlement à cela, je tiens à vous dire la volonté du Premier ministre, du gouvernement, d'être évidemment aux côtés des élus pour répondre aux différentes attentes. C'est la raison pour laquelle je recevrai dès demain le président de l'exécutif, les parlementaires, comme vous le savez, mardi prochain, et je serai en Corse avant la fin du mois d'octobre. Commémoration ce mercredi à Pourtić du massacre du Hamas contre Israël. C'était le 7 octobre 2023. L'association Terra Eretz Corsica Israël avait répondu présente à l'invitation de Valérie Bozzi et de son conseil municipal. Un olivier symbole de paix a été planté lors de ce dernier. Terra Eretz entendait ainsi porter un témoignage sur la vie des Israéliens, mais également des Juifs de Corse qui craignent pour leur famille restée là-bas. Pour le président de l'association, même s'il faut à tout prix chercher la paix et la solution diplomatique, Israël est aujourd'hui contraint à l'autodéfense militaire. Frédéric Joseph Bianchi déplore aussi l'attitude de la communauté internationale. Concernant plus précisément la Corse, il estime qu'il existe des liens très forts avec Israël et que les deux modèles pourraient mutuellement s'inspirer. Nous l'écoutons. C'est une journée très particulière. Nous sommes tous à la fois dans le recueillement, dans l'hommage aux victimes, à la fois aux victimes et aux familles des victimes. Il y a des familles qui ont été extrêmement touchées. Le témoignage notamment de la famille Calderon qui a été extrêmement touchée par tous ces drames, qui est une famille franco-israélienne, donc ce qui nous touche encore plus bien évidemment. On a choisi de se concentrer sur le témoignage et non pas sur les commentaires. Alors justement, aujourd'hui, au-delà d'hommages, au-delà des témoignages qu'on peut recueillir, comment on peut agir pour que ça s'arrête ? Alors ça s'arrête, ce qu'il faudra bien évidemment, nous il nous semble que la victoire d'Israël est la condition pour que ça s'arrête, pour qu'on puisse ensuite
établir un dialogue, qu'on puisse en plus discuter de la paix. Dans la situation actuelle, il faut comprendre qu'Israël n'a pas le choix. C'est un pays qui est obligé de se défendre. Il y a aujourd'hui une opinion internationale qui se mobilise contre Israël. Et ce qui est dramatique dans ces événements, et ce qui peut paraître contradictoire, mais qui est absolument dramatique, c'est que toutes ces personnes qui sont soi-disant antisionistes, on sait bien que c'est en partie de l'antisémitisme, en grande partie, sont en train d'accréditer et de faire prospérer l'idée qu'Israël est illégitime et qu'Israël devrait disparaître. Vous avez dit, je me rends régulièrement en Israël. Il y a beaucoup de Corses aussi qui s'y rendent aussi. Qu'est-ce que vous y vivez? Comment vous le vivez? Je crois qu'il y a toujours eu des liens entre la Corse et Israël, très forts. Et je crois qu'aujourd'hui, les Corses qui vont en Israël vont puiser, comme nous l'avons fait quand nous avons organisé le voyage des agriculteurs corses il y a maintenant 2 ans, en Israël, ils vont puiser une inspiration pour la Corse. C'est-à-dire voir un peu de quelle manière ce que j'appellerais, disons, le modèle israélien peut permettre à la Corse de trouver des voies de développement autonomes, comme l'ont fait les Israéliens, notamment en matière d'eau, en matière d'agriculture. Et donc il y a un champ des possibles à investiguer qui est énorme et qu'on voudrait renforcer à chaque jour. Il y a une idéologie qui a tendance à assimiler, à comparer, je vais dire, le peuple corse au peuple palestinien et à penser que le peuple corse vit la même chose que le peuple palestinien. C'est une erreur historique, c'est exactement l'inverse. En fait, si on veut chercher une comparaison dans ce domaine-là, il faut la trouver entre le peuple corse et le peuple juif, qui sont 2 peuples qui, depuis des siècles et des siècles, n'ont pas pu développer une autonomie et la maîtrise de leur destin sur leur propre territoire. Les Juifs ont retrouvé leur territoire et aujourd'hui, les Corses peuvent s'inspirer de cette démarche. Je prendrai juste un petit exemple, par exemple l'exemple de la langue. C'est un exemple très intéressant parce qu'on peut voir en Corse qu'il y a cette recherche de reacquist de la langue, de faire en sorte qu'on continue à parler corse, parce que c'est un facteur d'identité, la langue c'est un facteur d'identité primordial, et il faut aller s'inspirer de ce qui a été fait en Israël pour voir comment les Israéliens ont refait vivre une langue qui n'était devenue qu'une langue de prière, et en ont refait une langue parlée au quotidien. Donc ça c'est très important, il y a plein d'exemples à prendre de cela, on pourrait multiplier les exemples, et je crois que le peuple corse a tout intérêt à aller s'inspirer du peuple israélien plutôt que d'autres. Et puis, parmi les personnalités présentes, celle de François Popponi, le député honoraire et ancien maire de Sarcelles. Il est venu lui aussi livrer un témoignage sur ce que vivent les Israéliens, mais également les Juifs de France. Des Juifs qui se sentent protégés en Corse et qui peuvent vivre leur religion en toute liberté selon lui, contrairement à d'autres qui vivent sur le continent et qui subissent un antisémitisme violent. D'un point de vue plus politique, François Popponi livre également son analyse. On écoute le député. Pour bien connaître la situation, pour m'être rendu régulièrement en Israël, les Israéliens, et le gouvernement israélien en particulier, sont dans une logique d'aller jusqu'au bout, comme ils disent, parce qu'il en va de la survie de l'État d'Israël. Mais bien entendu qu'il faut que la voie diplomatique. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'à part les États-Unis, plus personne n'arrive à vraiment parler aux Israéliens. Donc je pense qu'il faudrait que la France et que l'Europe reprennent le dialogue. Mais en comprenant aussi le traumatisme vécu par Israël, le problème que sa survie est en jeu et qu'il est en combat contre des terroristes, à la fois du Hamas et du Hezbollah. Mais bien entendu, je ne connais pas une guerre qui ne s'arrête pas et je ne connais pas une guerre qui finit pas avec une paix. Après, il faudra qu'il y ait une cohabitation entre 2 États qui se respectent, qui ne veulent pas la destruction de l'autre et qui arrivent à vivre en bonne intelligence. C'est le souhait que l'on peut formuler. La communauté internationale aujourd'hui qui se désintéresse du problème ou qui ne sait pas comment le régler? Alors, la communauté internationale a une position très ambiguë parce qu'à la fois, elle ne se désintéresse pas du problème parce qu'elle voit bien que ça peut s'embraser avec, y compris un conflit avec l'Iran, mais qui demande à Israël... Alors c'est très ambigu, parce qu'en fait il y a même un peu d'hypocrisie. À la fois elle demande à Israël de faire attention, mais on sait très bien que les Américains, par exemple, poussent pour qu'Israël attaque l'Iran. Parce que l'Iran est un problème dans la région, et qu'il faut attaquer un certain nombre de dispositifs en Iran, y compris nucléaires, pour l'empêcher d'avoir l'arme atomique. Donc les Européens et les Américains sont un peu ambigus sur la question. Officiellement la déclaration, puis dans les faits, effectivement, on arme Israël pour attaquer l'Iran, le Hezbollah. Par exemple, l'attentat contre Nasrallah a été fait avec des bombes américaines car Israël ne disposait pas du matériel militaire suffisant pour exploser le bunker. Donc voilà, c'est cette ambiguïté. Ce qu'on espère, c'est que les choses s'arrêtent vite maintenant. Ça fait plus d'1 an que les conflits durent. Là, il y a le conflit au Liban et éventuellement en Iran, mais on espère que la paix et que le dialogue reviendra. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour faire revenir cette paix, ce dialogue? Moi, ce qui m'étonne un peu dans la position aujourd'hui d'un certain nombre de grands pays, y compris européens, c'est qu'on met la pression sur Israël. Et je ne comprends pas qu'officiellement, on ne mette pas la pression en même temps sur l'Iran, sur le Qatar,
sur tous les pays, sur la Turquie, qui ont des moyens de pression sur le Hezbollah et sur le Hamas. On ne met la pression que d'un côté, que du côté de la démocratie israélienne. Mais tous les pays qui ont soutenu d'une manière ou d'une autre le terrorisme, on ne leur met pas la pression. Et on devrait avoir un discours équilibré en demandant à tous les belligérants d'arrêter de fournir des armes, et d'arriver à un cessez-le-feu. Mais il faut avoir un discours équilibré. Et aujourd'hui, ce qui choque les Israéliens, on pourra en parler régulièrement avec eux, c'est qu'ils n'ont que eux la pression sur eux, et on laisse tranquille les autres. Et ça, ils ne le comprennent pas. Il y a aussi cette dichotomie entre le peuple israélien et Netanyahou. Alors, oui et non, parce que d'abord, Netanyahou a été élu régulièrement depuis une dizaine d'années. Et puis là, pour être allé encore récemment en Israël, ils soutiennent Netanyahou dans sa logique d'aller jusqu'au bout. Bon, on verra bien les prochaines élections. Mais effectivement, on sent bien que Netanyahou joue et surjoue de sa position pour, à la rigueur, continuer dans une logique jusqu'au boutiste. Voilà, il serait temps, effectivement, qu'à un moment, mais on voit bien, on a vu même aujourd'hui que le Premier ministre est en conflit avec le ministre de la Défense, qui devait aller aux États-Unis, le Premier ministre de l'Italie. Donc il y a même des tensions au sein du gouvernement de guerre israélien. Connaît la problématique Netanyahou. Ce qu'il faudra un jour, c'est qu'on tourne la page. Vous parliez aussi vous vous rendez régulièrement en Israël. Qu'est-ce que vous y avez vécu? Quel témoignage vous pouvez apporter, y compris aux Israéliens qui vivent encore? Alors le traumatisme vécu par 7 octobre, parce que les Israéliens avaient le sentiment que leur armée, leur service de renseignement les mettait un peu hors de danger des différentes attaques. Donc là, ils ont compris qu'il y avait une faute, qu'il y avait une faille dans le système de défense et le système de sécurité. Ce qu'ils ont vécu est un traumatisme terrible. Pour être allé sur place, il s'est passé des choses horribles. Et puis, ce qu'ils ont aussi vécu comme un vrai traumatisme, c'est que les gens qui ont été tués autour de la bande de Gaza dans les kibboutz, c'était les gens qui justement depuis des années faisaient le pari du dialogue avec les Gazaouis. Une vingtaine de mille, 30 000 Gazaouis traversaient tous les jours la frontière pour venir travailler dans les kibboutz, dans les régions proches de Gaza. Et donc il y avait des liens qui s'étaient créés, des liens amicaux, familiaux, etc. Et le sentiment que ce sont ces habitants de Gazaouis qui les ont trahis, puisque les terroristes savaient exactement où ils allaient, ils avaient des renseignements très précis. Donc le sentiment d'avoir que le 30 ans de dialogue et de négociation, en fait, n'avait servi à rien. Donc c'est ça aussi qui remet en cause la volonté pour les Israéliens d'aller de nouveau vers un dialogue, parce qu'ils ont le sentiment d'avoir été trahis. Donc on espère qu'à un moment, la raison reviendra, que lorsque les armes auront cessé, on pourra de nouveau avoir un dialogue. Mais on ne peut pas avoir un dialogue avec le Hamas d'un côté, le Hezbollah d'un autre côté, qui veulent détruire l'État d'Israël. Il faudra que les Palestiniens se choisissent des responsables politiques, qui acceptent de vivre en bonne intelligence et en harmonie et en paix avec Israël. Au-delà de cette crise politique, il y a une crise humaine aussi, vous disiez. Terrible. Ce qu'ont vécu les Israéliens est un traumatisme terrible. Ce que vivent les Gazaouis est terrible. Ce que vivent les Libanais maintenant. Mais la guerre, c'est la guerre. Et ce qui est terrible, c'est que, surtout qu'on sait très bien que le Hamas, le Hezbollah utilisent des cibles civiles pour se protéger. Voilà. On connaît tout ça. Il faut que ça s'arrête. Bien entendu qu'il faut que ça s'arrête. Mais pour cela, il faut que les deux camps se lèvent en disant nous allons respecter l'autre. Et pour l'instant, je répète, la pression, je n'entends pas beaucoup du côté palestinien dire qu'ils sont prêts à la paix avec Israël en respectant la vie et l'existence d'Israël. Tant qu'ils ne le feront pas, on sera malheureusement dans un conflit. Ce que la Corse peut faire. Écoutez, la Corse, d'abord, aujourd'hui, pour en parler beaucoup à des amis de la communauté juive sur le continent, ils considèrent que la Corse est un endroit en métropole, sur le continent et proche du continent, où les juifs sont protégés. Voilà. Sur le continent, la situation pour les juifs est catastrophique. Enfin, les actes antisémites ont explosé. Même si en Corse, il y a eu quelques tags, mais il n'y a pas eu d'actes antisémites. Donc ils ont le sentiment, là je rencontre encore des amis de la communauté juive qui habitaient à Sarcelles et qui sont venus vivre en Corse, qu'ici, voilà, ils ont le droit de vivre en tranquillité et en sécurité, ce qui est déjà énorme. Donc la Corse peut montrer l'exemple, de dire qu'on peut être français, de confession juive, et vivre en toute sécurité, et qu'on peut se promener avec une kippa dans la rue, ce qui n'est plus le cas dans un certain nombre de territoires. Dans les villes de banlieue, ce n'est plus possible. Voilà. Donc elle peut être encore une fois cet exemple de tolérance, de respect. On peut être contre le gouvernement de Netanyahou, on peut être contre la position d'Israël, mais on n'est pas obligé de s'en prendre à un juif qui se promène dans la rue en France, qui lui n'est responsable en rien de la politique israélienne. En ce mois d'octobre rose, l'URPS Médecins Libéraux de Corse souhaite rappeler toute l'importance pour les patientes âgées entre 50 et 74 ans de participer au dépistage organisé du cancer du sein. Ce dépistage permet de détecter très tôt des liaisons cancéreuses. Plus le diagnostic est précoce, plus les traitements sont simples et les chances de guérison élevées. Dans 9 cas sur 10. Dans le cadre de ce programme, une deuxième lecture systématique des mammographies jugée normale est assurée par sécurité par un second radiologue, expliquent les médecins. Malgré les chiffres de l'efficacité démontrée du dépistage, le taux de participation sur notre île est encore trop faible. Ainsi, en 2022, seulement 30,4% des patients éligibles y ont participé, contre une moyenne nationale de 50,6%. Les explications du docteur Laurent Carlini
pour l'URPS, Médecins libéraux de Corse. Il y a un vrai enjeu de santé publique parce que, comme vous le savez, il y a environ 60 000 nouveaux cas de cancer par an. Et je dirais presque que c'est un des seuls cancers où on a un outil, où on a un levier de dépistage. Et quand on parle de dépistage, ça veut dire détecter très tôt, dès les premiers symptômes, la pathologie, voire même détecter avant l'apparition des symptômes. Et donc effectivement, on le sait, plus la maladie, plus le cancer du sein sera détecté tôt, plus les traitements seront le moins lourds possible et surtout plus les chances de guérison seront meilleures. Et un cancer du sein pris en charge de manière optimale, c'est 9 chances sur 10 de guérison. Alors ce dépistage, il commence à la maison avec la palpation. C'est une donnée importante aussi. Beaucoup de femmes ne la font pas pourtant. Deux examens qui sont finalement complémentaires et l'un et l'autre, c'est-à-dire l'autopalpation, où les jeunes filles, dès qu'elles arrivent sur un âge de jeunes adultes, peuvent démarrer une autopalpation de l'ensemble des cadrans mammaires, ce qui permet de détecter des petites lésions qui pourraient faire suspecter un cancer du sein, donc qui amènerait à une consultation chez le gynécologue ou chez le médecin traitant, mais surtout, cette mammographie, dans le cadre du dépistage organisé, et j'insiste vraiment là-dessus, le dépistage organisé permet une double lecture de la mammographie, surtout lorsque les premiers clichés, la première mammographie est normale. C'est-à-dire qu'il y a quand même une deuxième lecture par un deuxième radiologue. Donc ça permet déjà d'une part de détecter éventuellement des lésions qui n'auraient pas été détectées sur la première lecture. Et surtout la mammographie, à contrario de l'autopalpation, elle permet de détecter des lésions qu'on ne ressent pas cliniquement, des lésions qui font moins de 1 cm. Donc on est vraiment sur du diagnostic précoce. Donc c'est l'autopalpation, la mammographie de manière complémentaire. Qui est concerné par cette mammographie, par ce dépistage de masse? Comment ça se passe? Le dépistage organisé concerne les patientes âgées de 50 à 74 ans. C'est un dépistage qui a lieu tous les 2 ans via un courrier qui est adressé par la caisse d'assurance maladie à l'ensemble des patientes qui sont concernées. Ce courrier fait office finalement d'ordonnance. Il y a une prise en charge gratuite à 100% par l'assurance maladie. Et de manière complémentaire associée à ce courrier, vous avez la liste des radiologues agréés et des centres agréés pour réaliser cette mammographie dans le cadre du dépistage organisé. Ça permet effectivement une fluidité déjà dans la réception de l'information, un dépistage qui est organisé, qui est simplifié, qui est pris en charge à 100%. Et puis c'est vrai qu'on le voit en consultation assez régulièrement. Beaucoup de patientes peuvent rester sur l'a priori que la mammographie est un examen, un acte douloureux, alors qu'effectivement il s'est écoulé plusieurs années, que la technologie est passée par là et que c'est un examen qui n'est plus aussi douloureux qu'auparavant. Et puis c'est aussi parfois un peu justement ce qu'on disait en introduction, le paradoxe du dépistage, c'est-à-dire que parfois les patientes ne présentant pas d'anomalie, n'ayant repéré aucune anomalie, se sentant en bonne santé, pensent effectivement que le dépistage n'est pas forcément nécessaire, alors que le but de ce dépistage, c'est de détecter bien avant l'apparition de certains symptômes. Donc, il faut prendre conscience que ça a une importance particulière et que ça n'arrive pas forcément qu'aux autres, malheureusement. France Travail Portier-tu a organisé ce mercredi l'opération Place de l'Emploi Bus pour l'emploi à la salle polyvalente située au cœur du quartier de la Marine à Portier-tu. Cette opération, qui s'est déroulée en présence de la directrice régionale de France Travail, Catherine Bédenès, a permis de venir à la rencontre d'un public qui est à la recherche d'un emploi ou d'une formation ou bien encore d'un conseil. Ce fut l'occasion de regrouper les partenaires publics mais également les entreprises du secteur privé. À cette occasion, le CCAS de Portier-tu et France Service ont pu prodiguer aides et conseils auprès des administrés. Nous sommes le jeudi 10 octobre 2024, au jour de la Saint-Ghislain. La Corse est coupée en deux aujourd'hui avec des éclaircies assez larges le matin et un ciel ensoleillé l'après-midi sur la Haute-Corse. Un temps qui sera plus perturbé en Corse du Sud avec une alternance de passages nuageux, quelquefois denses et d'éclaircies. Sur la façade occidentale, des averses localisées seront possibles et ces dernières se raréfieront mais pourraient persister dans le Haut-Tard ou en Alta-Rocca dans l'après-midi. Le vent souffle quasiment sur toute l'île dans l'après-midi. Les rafales atteindront les 90 km/h sur le Cap Corse, 80 sur la région bastiaise, 70 en Baleine, 60 dans le Cortenay, 50 partout ailleurs. Ce vent se renforcera en soirée pour atteindre les 100 km/h sur le Cap Corse et la région bastiaise. Les températures sont stationnaires, 25 degrés à Bastille, à Cervione, 24 à Portivetto, Boniva, 23 à Corti, 22 à Aiac, Prunello di Fiumorbo, Pietralba, 21 à Calvi, Lise ou la Prupia, 19 à Rouliane ou Sarthe et 16 à Tsicavo. C'est la fin de ce journal sur Alta Breguanza. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve tout à l'heure à 10h30 pour le flash. Bonne matinata, Yadopu.